Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement contente d'enregistrer cet épisode car on va découvrir à travers le récit d'Elisa Rappen un rôle du monde vétérinaire dont on parle peu et qui reste, je crois, assez méconnu. Ce rôle, c'est celui d'inspecteur de santé publique vétérinaire. Vous allez découvrir son parcours scolaire et les expériences professionnelles qu'elle a eues pour en arriver à être aujourd'hui chef du service. Accrochez-vous, ça s'appelle Sécurité sanitaire de l'alimentation, concurrence, consommation et répression des fraudes. Rien que ça. Elisa exerce ce métier depuis maintenant un peu plus de 5 ans et est animée par le sens de ses missions, la contribution à l'intérêt général et le soin à la justice sociale. Elle n'est pas que son travail, puisque sur son temps perso, Elisa aime lire, construire des Legos et chasser des Pokémon. Salut Elisa, bienvenue dans Veto Micro. Bonjour Colline, ça me fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui sur ces sujets et de pouvoir présenter mon parcours à d'autres confrères et consoeurs et à d'autres personnes susceptibles de nous écouter aujourd'hui. Merci d'avoir accepté et je suis vraiment très très contente puisque je connais un petit peu ta belle capacité d'expression et je me dis que s'il y a une personne qui aurait pu me donner envie de faire ce métier si c'était à refaire, c'est toi. Donc je me dis, je suis curieuse de voir ce qui va se passer pour nos auditeurs et nos auditrices quand ils t'écouteront par rapport à leur appétence à ce rôle-là du monde vétérinaire. J'espère leur donner autant envie qu'à toi. Écoute, on va voir, hein. En tout cas, on est dans cette idée de le montrer, de le mettre en lumière et puis les gens ils verront ce qu'ils ont envie d'en faire et puis on va parler aussi un peu plus spécifiquement de toi et d'autres choses, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être un point important et je te propose d'ailleurs qu'on commence par ça et que tu puisses peut-être, comme si on n'y connaissait vraiment rien, nous dire en quoi ça consiste en fait le métier d'inspecteur de santé publique vétérinaire. C'est une vaste question. Facile, évidemment. Oui, voilà. Plein de choses. C'est, si on veut être général, c'est travailler au service de la santé publique vétérinaire au sens large. Donc c'est toutes les actions en lien avec l'animal, de manière directe ou indirecte, ses sous-produits, en étant en lien avec la santé humaine et la santé de l'environnement. Et quand on a dit cette définition très vaste, ça n'explique pas du tout en quoi consiste le métier. C'est ça, Et c'est effectivement vaste. alors de manière pas concrète, pour continuer, ce serait, décliner les politiques du gouvernement. Et là, pour ce qui me concerne, c'est décliner les politiques en lien avec l'alimentation et la concurrence, consommation et répression des fraudes. Et de manière concrète, là, j'organise des contrôles dans des secteurs variés. Mais pour reprendre peut-être un peu de hauteur sur la mission d'inspecteur de santé publique vétérinaire, c'est un fonctionnaire donc qui OK. travaille au service du public. Donc le public, c'est tout le monde, c'est l'ensemble des consommateurs en France, mais aussi à l'étranger. C'est vous, c'est nous, c'est moi. OK. Et c'est se mettre au service d'autrui sur des missions qui sont très différentes, donc qui vont aussi bien être en lien avec la santé animale. Ce qu'on connaît peut-être le plus, c'est les services vétérinaires, c'est la protection animale, la sécurité sanitaire des aliments, la protection de l'environnement, ça nous parle et ça peut être aussi d'autres missions, en lien avec la protection de la faune sauvage, en lien avec, la sécurité des médicaments. En fait, c'est OK. très, très vaste. C'est des missions qu'on peut exercer à la fois, en département, en région, au niveau de la France, au sein de l'Union européenne, à l'international, heu et qui sont très diverses. Même en ayant, notre diplôme à nous, en fait, on peut exercer des tas de missions. Alors ça peut être en lien avec, l'alimentation des animaux aussi,
les médicaments aussi bien vétérinaires que humains, de la recherche, mais de la recherche dans des domaines très variés en fait. On a des docteurs vétérinaires qui vont faire des recherches sur des maladies infectieuses, bon ça nous parle plus, heu, sur de l'alimentaire, Mmh. sur, ben, la les médicaments, c'est les domaines qui vont nous parler le plus, qui vont nous parler le plus à nous. Sur, ben, peut-être, par exemple, en ce moment, on a des thématiques sur, les PFAS dans les eaux de boisson. Ben, on a des confrères et des consoeurs qui travaillent dessus, à se dire: «Ben, en fait, au niveau de la recherche, ça se passe comment? Comment est-ce que ces composés, on les retrouve dans notre alimentation? Comment on fait pour protéger, le consommateur?» Mmh. C'est on est sur des thématiques d'actualité. OK. Après Et si tu peux intervenir, à l'international, même en ayant, un diplôme, français? Il y a pas besoin de passer, d'autres diplômes et tu peux intervenir partout ou ça se passe comment pour ça? alors quand on est inspecteur de santé publique vétérinaire, en matière de formation, on a quand même quelque chose parce qu'en fait, on est fonctionnaire, donc on passe à un concours. Et en OK. fait, à l'issue de ce concours, les personnes qui sont reçues, elles vont suivre des formations complémentaires. Donc, on a des diplômes complémentaires derrière. On a toujours notre OK. diplôme de docteur vétérinaire et en parallèle, on va passer un master de sciences politiques pour comprendre un petit peu les politiques de l'alimentation, les politiques de la santé animale. Comment est-ce qu'on les a mis en œuvre? Un peu leur histoire, comment est-ce qu'on en est venu à se dire, bah, telle maladie, elle est très grave, on a une réglementation européenne, qui interdit, cette maladie ou qui met en place un certain nombre de mesures pour Mmh. protéger l'élevage, pour protéger l'alimentation. OK. Hem, c'est un master de sciences politiques qui va nous permettre aussi, hein, de comprendre, bah, comment est-ce qu'on met en place une loi, genre comment ça marche. Genre OK, OK. on a une loi qui dit ça, mais comment ça marche en fait? Comment est-ce qu'on qui intervient pour la «dessiner» entre guillemets, pour dire ce qu'il y a dedans? Comment est-ce qu'on la prend? Comment est-ce qu'on la modifie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un sujet devient un sujet d'actualité ou pas un sujet d'actualité? Là, par exemple, la dermatose nodulaire contagieuse, c'est un sujet d'actualité. Bon, on peut se questionner sur, sans jugement de valeur, mais se dire: «Bah, pour quelle raison est-ce que ça, en ce moment, c'est un sujet d'actu?» Parce que Ouais, tous qu'est-ce les qui s'est sujets passé? de santé animale sont pas forcément des sujets d'actu, en fait. Mais vraiment sans jugement de valeur sur le fond. C'est de se dire: «Tiens, il y a ça, pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe?» Sachant que pour le contexte, on enregistre, le 6 janvier 2026. Donc on a ça, on a une formation en sciences politiques, vraiment tournée sur les aspects santé publique, vétérinaire, mais qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Je Mmh. dirais que si je devais définir ça, pour moi, c'est un peu le prolongement de ce qu'on a pu voir en sciences économiques et sociales quand on est en seconde générale, Mmh. ou un prolongement un peu de la philosophie, de ces idées philosophiques pour, comprendre, ben, qu'est-ce qui se passe? Et ça, D'accord. c'est super important de se dire, ben, en fait, dans quel monde on évolue? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui passera? Qu'est-ce qui passera pas? Sachant que le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde d'hier. Il y a des choses qu'on faisait avant qu'on fait plus et il y a Mmh. des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on faisait pas avant. Par exemple, Mmh. avant, on n'utilisait pas des antibiotiques, on savait pas que ça existait. On utilisait moins, d'anesthésie que de gestion de la douleur que maintenant parce qu'on n'avait pas les connaissances qu'on a actuellement. Et en Mmh. fait, les connaissances actuelles qu'on a, la science, elle évolue et ben, l'objectif, c'est de faire évoluer, la réglementation et les idées, avec les connaissances actuelles. OK. Quand on passe le concours d'inspecteur de santé publique vétérinaire, on a in fine 3 diplômes supplémentaires en plus de notre diplôme vétérinaire. Donc un master en sciences politiques, Ouais. un certificat d'études fondamentales en santé publique vétérinaire, donc c'est l'équivalent d'une 6e année ou d'une 7e année, je pense maintenant. Mmh. Ça existe dans d'autres secteurs, mais celui-là, il est vraiment centré, santé publique, vétérinaire. D'accord. Et on a, enfin, j'ai eu la chance de suivre un master en management de l'action collective, toujours en santé publique vétérinaire. Donc là, c'est un master qui va plutôt être orienté, pratique, managériale. Et ce qui était D'accord. intéressant, c'est qu'on le suivait en partenariat avec certains étudiants de VétAgroSup qui, eux, se destinaient à être vétérinaires praticiens. On avait des cours en commun parce que quand on OK. monte une clinique, il y a des aspects de management, qui sont communs, en fait, donc qu'on Oui, partage. ça, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui était, obligatoire pour pouvoir devenir, inspecteur de santé publique vétérinaire? Dans les différents diplômes que tu as nommés, donc il y a le diplôme de docteur, véto. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est obligatoire pour pouvoir atteindre, enfin accéder à cette fonction? Alors, je vais un peu moduler le diplôme vétérinaire obligatoire. On Ah va ouais, dire qu'en ouais, termes de parcours de recrutement, la plupart des personnes qui sont recrutées ont un diplôme de docteur vétérinaire. OK. Quand moi j'ai postulé en sortie d'école, j'ai un concours qui est fléché étudiant véto.
Mais il y a Hein, aussi un concours qui est fléché, étudiants de certaines écoles d'ingénieurs agronomes. Donc en fait, d'accord. on travaille aussi avec des ingénieurs agro OK. qui peuvent en sortie d'école se dire: «Ben, moi la santé publique vétérinaire ça m'intéresse, je postule». Il me D'accord, semble que c'est le cas de l'école de Montpellier Sup Agro, d'accord. Agro Paris-Tech, il y en a plusieurs, hein, il y en a 5-6. J'ai plus forcément les autres en tête, mais du coup, c'est vraiment bien parce qu'on est avec des personnes qui ont des parcours très variés. Mmh. Ça, il me semble que récemment, ils ont ouvert aussi le concours aux étudiants de Polytechnique, donc de D'accord. HITS. Ça veut dire que là, on peut aller sur des parcours encore plus variés, qui apportent en fait, une vision complémentaire à celle que nous, on peut avoir où comme on est beaucoup à être docteur vétérinaire, on est dans un entre-soi et ces personnes-là, permettent d'apporter des idées complémentaires, une autre manière de voir les choses, une Mmh. autre formation qui en fait est super bénéfique et qui fait vraiment Oui. super, qui est très importante au niveau réflexion en fait. Ça apporte beaucoup de sortir un peu de cet entre-soi ou d'avoir d'autres parcours professionnels qui viennent s'ajouter aux nôtres. Mmh, génial. Et il y a aussi un concours qui est ouvert aux personnes qui sont titulaires d'un doctorat. Donc c'est D'accord. sur titre et diplôme, on l'appelle. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent et là, ben, c'est assez ouvert. Et c'est, un concours pour devenir fonctionnaire en santé publique vétérinaire? C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, c'est fonctionnaire, mais pas dans n'importe quelle branche? Ben, en fait, on va dire que la branche est vaste. Parce qu'en fait, OK. quand on est inspecteur de santé publique vétérinaire, on a une réglementation qui nous explique un peu les domaines dans lesquels nous, on peut exercer. Mais ils sont assez larges, hein. C'est toujours en lien avec, bah, le fait de construire des politiques publiques, Mmh. d'imaginer celles qu'on peut mettre de les imaginer, de les construire, de les coordonner, de les mettre en place, d'assurer leur suivi et puis, bah, in D'accord, fine, de les évaluer et de voir si ça fonctionne. d'accord. Donc c'est de faire tout ça dans des secteurs particuliers. Alors si je résume, ça va être en lien avec, la santé animale, la santé humaine, l'environnement. On peut travailler dans des secteurs de recherche et on peut travailler dans des secteurs qui touchent aussi à ça de près ou de loin. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je peux exercer des missions de chef de service dans le secteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. D'accord. OK. Et du coup, finalement, il y a, donc besoin de certains titres et ou certains diplômes pour pouvoir passer le concours. C'est ça. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait, un de ces 2 masters, notamment le master en sciences politiques? Est-ce que ça fait partie des titres et diplômes, des prérequis ou pas, en fait? Et tu peux juste, passer le concours et si tu as suffisamment de culture générale ou bah, tu peux le réussir? C'est comment? Parce que moi, j'ai jamais passé de concours de la fonction publique, alors je me rends pas compte du tout de la difficulté, du niveau d'exigence, en termes de, connaissances. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour, ce Mmh mh. diplôme-là? Enfin, ce concours, pardon. Alors globalement, il y a un programme. Bon après le programme est comment c'est des grandes lignes. Ça va nous expliquer qu'il faut travailler les secteurs en lien avec la santé humaine, la santé animale et l'environnement et globalement que déjà quand on a la formation de docteur vétérinaire, toute la partie, santé animale, les présentations qu'on nous fait sur les maladies réglementées, Mmh. vétérinaire sanitaire, vétérinaire habilité, c'est quoi une, DSPP, l'organisation des services vétérinaires, comment ça marche. Il y a un super poli de législation sanitaire, qui a été fait et qui reprend, on va dire, le fonctionnement principal. Comment ça D'accord. fonctionne? OK. Avec qui on travaille? Comment ça se passe au niveau européen? Quelles sont les organisations internationales avec qui on travaille? Hem, qui fait un bon récap, en fait, de ce programme. Puis après, c'est d'aller chercher sur le site du ministère de l'Agriculture, c'est un peu se former, bah, qu'est-ce qui s'y passe? C'est quoi les plans d'action, actuellement qui existent? Et puis Mmh. souvent les ministères, et les directions générales, elles font souvent des récaps de, ben, c'est quoi nos missions et qu'est-ce qu'on a fait dans l'année? Donc ça permet de se donner une bonne idée de ce qu'on fait. En fait, l'idée, c'est de s'intéresser. Tiens, qu'est-ce que je peux faire, si je suis dans cette voie? Suivre un petit peu les actualités. Après, il y a quand même un peu de préparation technique parce qu'en gros, ce qu'on demande, il y a une partie écrite, une partie orale. Mmh. Un peu comme quand on passe le concours Veto, on a une partie écrite où on fait une note de synthèse. Donc ça, c'est quand même un exercice pour lequel il faut un peu s'entraîner avant. On nous donne pas mal de documents et on nous dit: «Ben voilà, faites une synthèse, sur, tel sujet», en utilisant les Mmh. documents. D'accord. Donc ça demande un peu de boulot et après c'est un travail de composition. On a un sujet et puis là, ben, on fait un plan pour essayer d'expliquer, d'analyser le sujet, de le décortiquer. Ça ressemble à ce qu'on peut faire, quand on est en classe prépa. Mais il faut s'y remettre parce que c'est vrai que des fois on perd un peu l'habitude d'écrire et quand il faut Mmh. se remettre à écrire pendant, 3-4 heures à la main, c'est un peu costaud. Ah oui, parce que tu as passé ce concours, juste à la sortie de l'école Veto, mais pendant l'école Veto, tu écrivais plus trop, quoi?
Bah, c'est ça? je prenais beaucoup de notes sur ordinateur, en fait. Les cours, on les suit sur ordinateur, on prend des notes à côté, mais on passe pas 3, 4 heures comme ça d'affilée à écrire, 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 écrire. On n'a plus l'habitude. Oui. Et notes de synthèse, je pense pas qu'on en fasse. Ça me dit rien d'avoir fait ce type d'exercice, ni en classe prépa, ni en école véto. Non, ça me Faut dit quand même rien non aller plus. regarder un petit peu, comment ça marche. OK. S'entraîner une fois pour voir si on est un peu dans les temps, Mmh. si on arrive à être suffisamment synthétique. Et puis, ben, OK. après, il y a une partie orale où là, ben, on a, 10 minutes où on se présente soi, expliquer un peu ses motivations, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on attend de ce métier, en fait, qu'est-ce qu'on a envie d'y faire. Et puis Mmh. après, ben, des questions avec le jury un peu, ben, pour tester les connaissances. Si on leur tend des perches en disant: «Ah tiens, j'ai bien aimé telle chose», ben, forcément, eux, derrière, ils vont l'apprendre en se Oui. disant: «Tiens, elle m'a parlé de tel sujet, je vais relancer dessus». Ils testent un peu les connaissances. Et il y a une partie aussi en anglais, un échange en anglais sur un sujet. Bon, il y a pas besoin d'avoir un niveau de folie. Et puis honnêtement, j'avais un peu peur, sur le niveau d'anglais, et une fois pendant la formation, j'ai suivi une conférence de l'Organisation mondiale de la santé animale qui se passait en anglais. Et je Mmh. peux dire que là, j'ai décomplexé. Parce qu'en fait, les seules personnes, qu'on comprend pas, c'est les anglophones. Ah oui. En fait, toutes les autres personnes, elles massacrent l'anglais, du coup, elles le parlent comme nous. Donc en fait, quand nous, on a l'impression de mal parler, faut se dire que tout le monde parle pareil. Donc en fait, on se comprend tous très bien. Sauf Et les ceux qu'on Anglais. comprend le moins bien, ouais, c'est les Anglais, c'est les Américains, les Australiens. Mais tous les autres, on les comprend très bien. C'est un anglais très simple. C'est très lent. Donc non, ouais, voilà, c'est très lent. Ah, Puis j'adore. c'est des mots qu'on connaît parce qu'on les a vus à Mmh. l'école véto. Donc non, franchement, quand j'ai suivi cette conf, je me suis dit: «Bon, en fait, ça va, Ça genre va bien j'arrive se à passer. comprendre». Oui, voilà, si on me demande juste de comprendre et si je prépare un petit peu avant un truc à dire, franchement, ça va, faut se décomplexer. C'est vraiment l'idée que j'en ai retenue, quoi. OK, génial. Si je fais un petit retour en arrière, qu'est-ce que tu avais en tête en arrivant à l'école véto? Et en fait, si je peux revenir encore un peu avant, Ouais, genre vas-y. quand j'étais petite, Ouais, je me suis toujours dit: «Eh ben, je ferai vétérinaire, pour, soigner des animaux». ouais. Du coup, je rentre à l'école vétérinaire en me disant: «Je vais faire vétérinaire pour soigner les animaux». Et puis il y a eu un moment, je me suis dit: Mais en fait, soigner les animaux, ça m'intéresse pas plus que ça». Et là, je pense que j'ai vécu ma grosse désillusion. Je pense que c'était entre, fin de la deuxième année et début de la troisième année Mmh. où, en fait, j'aime beaucoup les cours, j'aime beaucoup ce qu'on y apprend. Et quand j'ai commencé à regarder, mais en fait, c'est quoi le soin? C'est quoi au quotidien, soigner les animaux? En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas le peps. Je saurais pas comment l'expliquer, mais juste ça m'intéressait pas plus que ça. OK. Des fois, la comparaison que j'aime bien trouver, c'est par exemple si on me dit: «Ben, ouais, va faire un stage avec quelqu'un qui pose du carrelage». Bah, je trouve ça chouette parce que, ben, poser du carrelage, on fait des trucs manuels, c'est cool, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Et en fait, ça m'a fait un peu le même effet avec le soin aux animaux. Ou des fois, OK. j'écoutais, bah, d'autres étudiants véto parler et je me disais: «Mais, moi, je ressens pas ça». Mmh. Après, Toi, j'ai eu tu beaucoup ressens de pas chance. l'exaltation, «Ah mais c'est vrai que c'est génial, ça me fait trop envie». Toi, ça te faisait pas vivre ça, en fait, c'est ça que je comprends? Non, voilà, ça me faisait pas vivre ça et j'étais assez en décalage, mais heureusement, enfin, je suis tombée dans un groupe de clinique avec, des super, confrères et consoeurs où, je me sentais moins en décalage parce que finalement, on était un peu sur la même longueur d'onde, D'accord. à se dire: «Mais en fait, c'est peut-être pas ce qu'on va faire plus tard». Et D'accord. finalement, au moins dans ce groupe-là, ben, on se sentait bien ensemble OK. parce que, ben, on se disait: «Mais en fait, on va pas faire ça». Et dans mon groupe de clinique, j'ai une autre consoeur qui est devenue inspectrice de santé publique vétérinaire, donc déjà avec ça, bah, nous, on partageait cette vision-là de se dire: «Ben, ça, en fait, c'est Mmh. pas ce qui nous fait kiffer. Par contre, le reste, si. Ouais, Par contre, l'aspect santé publique vétérinaire et l'émission, beaucoup plus». ouais. Et à quel moment est-ce que tu as vraiment découvert cette autre branche du métier par rapport à la pratique? Est-ce que tu l'avais déjà un petit peu envisagé avant ta désillusion ou est-ce qu'il y a eu désillusion et tu t'es dit: «OK, faut rebondir, qu'est-ce qu'il y a d'autre?» Ça s'est passé comment, en fait, pour toi? Et ben, c'était plutôt ça, c'était plutôt désillusion. Et à un gros moment où je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste là? Mmh. Est-ce que je vais continuer à être vétérinaire?» Parce qu'en fait, souvent, c'est un métier, on nous le présente en nous disant: «Bah, tu vas soigner des animaux». Mais en fait, ça se réduit pas à ça. C'est aussi un métier où on nous dit: «Bah, que si tu soignes pas des animaux, tu te réorientes». Mmh. Ben non, en fait, quand je suis inspectrice de santé publique vétérinaire, je me réoriente pas.
Parce qu'en fait, un vétérinaire, c'est quelqu'un qui travaille, au service de la santé animale, de la santé humaine et de l'environnement. Donc au final, tous les métiers que je peux exercer en lien avec ça, je le valorise avec mon diplôme. Mmh. Si je travaille dans l'industrie pharmaceutique, en fait, je mobilise, mon diplôme. Je suis pas en réorientation. Juste, en fait, vétérinaire, il y a une grosse autoroute pour le soin aux animaux. Et Mmh. soin, c'est très vaste, hein. On a les gros animaux, les animaux de compagnie, la faune sauvage, les nacs, ceux qui s'occupent des poissons, ceux qui s'occupent des porcs, enfin vraiment, même quand on dit ça, en fait, je mets dans un gros sac des personnes qui font des métiers très différents. Ouais, carrément. Et puis, en fait, il y a plein d'autres voies, plein d'autres portes, pour l'exercice du métier de vétérinaire. Et en fait, c'est ça, quand j'ai eu ma désillusion, fin de 2e, fin de 3e année, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Et déjà, j'en parle un peu à mes parents. Où ils sont là: «Bah, écoute, si jamais tu veux arrêter les études et faire autre chose, c'est OK». Sauf que moi, je Mmh. me suis dit: «Mais j'ai déjà tellement investi entre la prépa, heu, genre c'est mon rêve depuis que j'ai 7 ans et là j'arrive, j'ai 20 ans, je me dis: "Ben, en fait, j'ai toujours voulu faire ça et là j'arrive, j'ai plus envie"». Mmh. Non, franchement, ça m'a vraiment mis une grosse claque et c'est là que je me suis dit: «Ben, je vais chercher ce que je peux faire d'autre». Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on n'a pas trop les filons, pas trop les voies, puis en fait, en cherchant au fur et à mesure, en allant à des conférences, en écoutant des personnes, je me dis: «Ah bah tiens, ça existe. Ah bah tiens, on peut faire ça». Mmh. Et je me souviens même d'une conférence où, j'étais allée écouter un confrère, qui avait fait, l'École nationale d'administration, et qui racontait qu'en fait, ouais, comme il s'ennuyait un peu, il savait pas quoi faire, il a décidé de faire l'ENA. Puis en fait, il a été reçu et ça lui plaisait bien et genre il a continué. Je me suis dit, «Ah ouais, genre, on peut faire ça quoi, on peut rebondir Mmh. là-dessus». Plein de conférences sur des personnes qui travaillaient, en industrie pharmaceutique, dans l'alimentation animale, et puis en santé publique, j'avais aussi suivi une, conférence de notre ancien chef de corps. Parce qu'en fait, quand on est inspecteur de santé publique vétérinaire, le corps de manière générale, un peu son orientation, ce qu'il va faire, c'est suivi par un chef de corps. Il avait fait une présentation en fait aux étudiants vétos qui étaient intéressés et D'accord. je m'étais dit, «Ben, ouais chouette, franchement ça a l'air bien ce qu'il explique, moi ça m'intéresse. Est-ce que du coup j'irais pas faire un petit stage dans les services vétos pour, voir comment c'est?» Mmh. Et du coup, je fais un petit stage d'une semaine et genre, mais j'ai tellement aimé Ah le ouais? le travail. Ouais, non, mais ça peut paraître bizarre pour ceux qui adorent soigner les animaux, mais ouais, moi, quand j'ai fait une semaine de stage là-bas et je me suis dit: «Ouais, en fait, mais j'aime bien faire ça». Genre, j'aime bien le fait de travailler en groupe, d'être sur des thématiques variées, de pas être tout seul devant un cas, d'être plutôt sur de la médecine de population, être au service du public, genre et je me suis dit: «Ouais, ça, je me vois bien le faire». Mmh. Où là, tu vois, en une semaine, je me suis dit: «Ouais, ça, j'ai envie». Et tu te souviens, de type de sujet que vous avez, abordé pendant cette semaine de stage? Tu as un Ouais, genre, je me exemple? souviens, que j'avais dû travailler sur un petit PowerPoint sur la santé des abeilles D'accord. et en fait, comme c'était un stage découverte, j'étais allée avec plein d'inspecteurs, donc les personnes qui vont faire des contrôles dans plein d'établissements, qui m'avaient montré un peu leur travail. Donc j'étais allée suivre des inspecteurs qui faisaient des contrôles dans des restaurants, des inspecteurs qui avaient fait des contrôles en protection animale Mmh. et j'en avais certains, ils étaient dégoûtés, i parce qu'ils voulaient absolument me montrer un de leurs contrôles, j'avais pas pu y aller. Du coup, ils m'ont montré les photos. Ils faisaient l'inspection d'un élevage d'insectes. D'accord. Donc il me montrait, tu avais des grands films, enfin je sais pas, ou des filets avec des mouches, Mmh. qui se reproduisaient dessus et je me suis dit: «Ouais, c'est vraiment hyper varié» et j'avais rencontré un collègue de la concurrence, consommation et répression des fraudes qui m'avait expliqué un peu son métier, mais honnêtement, j'ai pas retenu. Je serais capable de t'expliquer ce que c'est parce que maintenant bah voilà, c'est mon métier au quotidien, mais je pourrais plus t'expliquer ce qu'il m'avait dit. Mais je m'étais dit: «Ouais, en fait, c'est varié, on voit du monde tous les jours, c'est chouette, il y a des consoeurs et des confrères vétérinaires qui bossent là», ça m'a Mmh. donné envie. S'il y a eu combien de temps qui s'est écoulé à peu près entre, le moment de la désillusion et le moment où tu as découvert, cette branche-là et tu t'es dit: «Ah ça me donne envie». Tu te souviens? Heu, je pense un bon 6 mois quand même. Parce qu'il OK. faut le temps d'accepter le fait que, ben, tu as travaillé toute ta vie parce que tu voulais être vétérinaire, praticien, genre soigner des animaux et se dire: «Bon, en fait, ça me plaît pas» et Mmh. ensuite le chemin de se dire, «Bah, je fais quoi?» Ouais. Puis chercher parce que c'est au début, c'est pas forcément très simple. Moi, j'ai mis 6 ans, donc tu vois, je trouve que tu t'en sors plutôt bien. Je le dis comme ça avec humour parce que, j'entends, chez toi,
une grande capacité à déployer ta curiosité et à du coup aller gratter, fouiner, chercher, ouvrir des portes, des trucs, taper à des carreaux de fenêtre. Est-ce que par ici, il y aurait peut-être un truc qui pourrait me plaire, tu vois? Je me dis: «Ah waouh, tout ce que tu as déployé comme effort pour, quand tu as vu que c'était pas ça, dire: "OK, pour pas mettre à la poubelle", enfin, c'est jamais mis à la poubelle, mais pour pas me repartir, de presque zéro après 4 années, 2 ans de prépa, 2 ans d'école, bah, je vais chercher ce que je peux faire avec ce diplôme et franchement, je trouve ça hyper riche et je trouve ça épatant qu'en 6 mois tu trouvé, quoi. J'avais pensé au monde de la recherche parce qu'en deuxième année, on fait un stage en recherche et je m'étais dit: «Ben, ça aussi, c'est un milieu», en fait, Mmh. j'avais bien aimé le stage, j'avais apprécié les thématiques, on va dire l'organisation du travail, comment ça marche, beaucoup plus que le soin aux animaux et au début, je m'étais dit: «Bah, j'irai peut-être dans la recherche» et en me renseignant un peu, bah, c'est compliqué d'accéder à des postes en recherche, c'est-à-dire qu'on passe un certain temps à être doctorant, à avoir des petits contrats Mmh. avant d'avoir finalement ton contrat de chercheur et finalement quand tu deviens chercheur, tu passes beaucoup de temps à chercher des fonds Mmh. et puis en fait, en découvrant inspecteur de santé publique vétérinaire, je me suis dit que là, je faisais d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que si j'allais là, on donne la possibilité aussi aux personnes qui ont le concours de faire un doctorat, donc ça veut dire que je pourrais toujours aller faire de la recherche si j'ai envie. Genre Mmh. si demain je me trouve un sujet de prédilection de fou, je peux très bien dire: «Tiens, moi, j'aimerais faire une thèse sur le sujet ou tiens, moi, j'aimerais bien travailler au CNRS. Ben, en fait, si je trouve un poste qui me plaît, ben, je peux postuler, puis potentiellement on peut me prendre. Ou pareil, je pourrais me Génial. dire, je sais pas, j'ai envie d'aller au Muséum national d'histoire naturelle. Ben, ouais, en fait, avec mon diplôme, j'ai la possibilité de postuler et comme ça reste des métiers de fonctionnaire, bah, c'est beaucoup plus facile de bouger Eh parce que oui. si on me dit oui, bah, j'y vais. Puis si on me Mmh. dit non, bah, je peux trouver ailleurs. Ça ou même l'ANSES, ils font du travail de recherche, l'Agence nationale de sécurité du médicament, Mmh. enfin, il y a plein d'endroits où en fait je pourrais me dire: «Mais tiens, si jamais j'ai envie de faire de la recherche, je peux y aller». Mmh. Je le garde toujours dans un coin de ma tête, Ouais, OK. Il y a une des portes encore ouvertes, pour toi de, bah, je pourrais faire autre chose en fait, tout en restant, inspecteur de santé publique vétérinaire. En fait, c'est ça qui est chouette. Qu'est-ce que ça a changé pour toi finalement, dans le vécu de ton école de savoir que tu allais faire quelque chose qui serait différent de la grande majorité, mais de sentir que ça te plairait? Parce que moi, je peux imaginer que tu passes quand même par 3 années où tu fais de la pratique à l'école, où tu as des stages pratiques qui sont obligatoires, enfin il y a quand même énormément de pratique du soin puisque c'est, ce à quoi on forme la Oui. majorité des gens et je ne sais pas si pour les personnes qui se destinent à l'ISPV, est-ce que, il y a une adaptation du cursus? Est-ce qu'il y a, mise en place d'un soutien, moral? Parce que, ben, on vous fait faire quelque chose, dans lequel vous vous projetez pas? Enfin, je sais pas comment ça se passe, en fait? Alors, les cliniques, on est obligé d'y passer. Par contre, ce qui D'accord. était assez chouette à l'École nationale véto de Toulouse, c'est que quand on était plusieurs en fait à avoir ce projet, de passer le concours d'inspecteur de santé publique, vétérinaire. Et bah, ils nous ont regroupés, ils nous ont aidés à nous préparer. Ils ont adapté les stages aussi, les stages qu'on devait faire, je sais plus en clinique, peut-être des gros animaux. Nous, on a pu le faire dans les services vétérinaires en département ou dans les services vétos en région ou au national. Genre c'était OK. Ce qui fait qu'au moins là-dessus, on pouvait se préparer au concours même en faisant ces stages-là. On n'était pas obligé de rester dans l'aspect, parce qu'il me semble, ça doit être en troisième ou en quatrième année, on a un stage à faire Heu, hors clinique? Non, ça Ouais, doit pas être hors je me clinique. souviens pas. Je me souviens plus. Mais Il en y a tout trop cas, nous, longtemps. on pouvait le flécher vraiment sur, notre projet à nous, quoi. OK. Et ça, c'était bien. Par contre, ouais, les cliniques, ça, on était obligés d'y aller. Donc, honnêtement, bah, j'apprenais les cours parce que ça restait intéressant et ça se mobilise pour les aspects santé publique, vétérinaire, Ouais. mais j'investissais moins, en fait. Je passais Mmh. plus de temps à aller lire des choses à côté, sur le métier, à me renseigner sur, bah, c'est quoi la santé publique? Où est-ce que je peux travailler? Mmh. Plutôt qu'à faire ça, mais enfin, c'était un choix et Ouais. après je sais qu'en clinique, des fois, on nous proposait de faire plus d'opérations, tu sais, plus de manipulations, des stérilisations, je crois que je sais plus ce qu'on avait, mais je laissais plutôt les autres du groupe de clinique, en fait, faire ça. Ceux qui se destinaient vraiment à ça, bah, je leur laissais. Je disais: «Ben, vas-y, c'est bon, moi, si je fais pas, c'est pas grave. C'est pas ce que j'ai envie de faire» Oui, c'est et ça, en ça te fait, fait pas c'est ce que kiffer, je te disais au début, c'est que dans Mmh. notre groupe de clinique, on était plusieurs à pas être trop, sur cet intérêt-là du soin aux animaux.
Donc au final, même si par rapport peut-être à l'ensemble de la promotion, j'étais à part, je le ressentais pas dans le groupe de clinique. Donc c'est ça en fait qui est important, c'est qu'au final, on a monté un groupe où on se ressemblait Mmh. et où en fait ça allait bien, où on se soutenait en se disant ben ok, toi tu feras pas ça, moi non plus, ben écoute, vivons notre meilleure vie, gardons ce qu'il y a à apprendre. Les profs en hygiène des aliments, c'est des cours qu'on commence à avoir en troisième et en quatrième année. Ils nous ont beaucoup aidés à préparer le concours, à nous donner des infos. Nous, on aimait bien ces cours-là, ce qui n'était pas forcément le cas du reste de la promotion. Mais non, OK. mais du coup, on s'y retrouvait l'un dans l'autre. Et la direction aussi nous a aidés. Il me semble qu'elle était directrice adjointe, c'est Madame Fanny Ralombo. Quand on lui a parlé de notre projet, elle a monté un truc pour nous faire des oraux blancs avec Mmh. d'autres profs et ça, c'est hyper chouette, quoi. Elle nous a filé pas mal de conseils sur comment préparer l'oral, quoi dire, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est moins bien. Donc franchement chouette. Quand on a eu ce projet-là, on était encadrés par les profs qui s'occupent un peu de cet aspect-là, qui en plus avaient des notes d'anciens élèves qui nous ont donné en mode tiens, tu peux utiliser ça pour t'aider, regarde ça, ça et ça si tu souhaites préparer. Donc non, franchement, on n'était pas laissés pour compte. OK. On a vraiment du monde qui nous a suivis là-dessus. Tu décris quand même une très forte désillusion. Alors, il y a beaucoup, malheureusement, encore aujourd'hui, de jeunes vétos qui la vivent, au moment de mettre les mains dans le cambouis, des premiers postes, parce que, il y a, une difficulté, dans le métier qui est difficile à Oui, apercevoir avant d'avoir les mains dedans. Et toi, tu vis une forte désillusion et je trouve ça chouette que le système scolaire dans lequel tu étais, ait été soutenant une fois que tu as trouvé ta voie et que vous ayez été, hyper bien entourés, accompagnés, encouragés, enfin, je trouve ça chouette et j'imagine que ça vous a aidé à, ben, à avoir du plaisir, en fait, dans vos études et puis à réussir votre concours. mais c'est ça. Et puis bah quand on est ISPV, en fait, on peut être directeur d'école veto, par exemple. Mmh. Ça fait partie des postes à avoir et une des directrices de l'école veto de Toulouse, elle était inspectrice de santé publique vétérinaire. Les adjoints D'accord. aussi, et même, je pense qu'on peut même être prof en étant inspecteur de santé publique vétérinaire. Alors peut-être en école veto ou peut-être en lycée agricole, mais ça fait partie des débouchés en fait. C'est pour ça que c'est vaste, c'est qu'on peut travailler vraiment dans tous les secteurs. Mmh. Et donc ça te permet de possiblement tester plein de trucs. Mais oui, c'est ça. Tu vois? Il y a j'aime bien moi ce côté, hyper varié. C'est, ben, si un jour tu t'ennuies un peu, la quantité de portes possibles en restant, dans la valorisation du diplôme sont immenses. Alors tu peux Mais oui, aussi, juste avoir envie d'aller mettre les mains dans la terre et de faire quelque chose de complètement différent. Mais, et de poser du carrelage peut-être par exemple. oui voilà. Mais là tu dois réapprendre un autre métier. Mais en tout cas, je trouve ça hyper, riche la quantité de métiers qui s'offrent quand on passe ce concours. Mais oui, Et c'est je ça. On le voit comprendrais que pas dès le début. Genre ouais, c'est vraiment, ça. je l'ai découvert, je pense, une fois que j'ai passé le concours. Ouais. Il y avait un panel de confrères et de consoeurs vétos qui avaient passé le concours, mais qui avaient des formations et qui avaient eu des expériences professionnelles, mais très diverses, quoi. Et du coup, Ah tiens, ça ouais, apporte une vas-y. vision et une réflexion. Je me suis dit waouh. Et je me suis dit ouais, ça j'aime bien. J'aime bien le milieu dans lequel j'ai atterri. J'aime bien cette diversité des personnes avec lesquelles je travaille, les personnes de ma promotion. Et même quand on s'est préparé au concours à Toulouse avec mes autres consoeurs, on avait une étudiante agro avec nous qui était venue se joindre à nous parce qu'elle aussi, elle préparait le concours et comme elle était à l'école d'agro de Toulouse, on lui avait dit, bah écoute, il y en a plusieurs qui préparent, viens. Mmh. Et donc en fait, dès cet instant-là, dès le moment où on s'est préparé, en fait, on était déjà avec des personnes qui avaient un autre cursus scolaire que nous, Mmh. mais avec cette même idée de se dire, ben, la santé publique vétérinaire, c'est notre truc. Trop chouette. Tu commencé à parler de professionnel et de ton parcours professionnel. Comment est-ce que tu as trouvé ton premier poste? Tu as tes masters en poche, tu as ton concours, tu es fonctionnaire et tu es, inspecteur de santé publique vétérinaire. Comment tu décroches ton premier emploi? Alors en fait, quand on est à l'école, on est en formation soit 2 ans quand on est élève et qu'on sort d'école, soit pour ceux qui passent le concours parce qu'en étant déjà vétérinaires, ils ont 1 an de formation. Et donc en fait, à l'issue de soit de leur année de formation, soit des 2 ans que moi j'ai pu suivre, on a une liste de postes un peu partout en France, des postes vacants en fait au ministère de l'Agriculture ou dans d'autres ministères d'ailleurs qu'on nous propose. Donc il y a un peu plus de postes vacants que de personnes et en fait, du Ouais. coup, on s'organise entre nous en se disant: «Ben, moi je préf en fonction des préférences de chacun, ben, je vais aller là, je vais aller plutôt là», et donc en fait, on a une liste, donc on n'a pas forcément à choisir dès le début.
Au début, tu as une liste et en fait, le premier poste, ben, tu peux pas aller où tu veux. C'est après où ça peut être beaucoup plus intéressant, où là, en fait, tu vas sur choisir le service public et justement, en fait, tout l'intérêt, c'est de chercher, pas qu'en écrivant le mot-clé vétérinaire. Parce qu'en fait, ben, les personnes, quand elles sélectionnent pas forcément sur le diplôme, elles sélectionnent sur les compétences, les connaissances et en fait, avec vétérinaire, on acquiert plein de compétences, de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, bah, qui sont pas forcément, les personnes cherchent ces compétences-là, mais elles vont pas mettre vétérinaire en face. Et donc en fait, on peut postuler à tout, quoi. Si j'ai envie d'aller travailler à l'agence de l'eau parce que je sais pas, je trouve ça super intéressant, bah, en fait, je peux y aller. Parce que, Mmh. ben, dans l'agence de l'eau, il y a de la protection de la santé humaine, on fait des choses super intéressantes. Si j'ai envie d'aller travailler à l'Office français de la biodiversité, sur les aspects faune sauvage ou même protection des forêts à l'Office national des forêts, ben, en fait, oui, je peux. Mmh. Et il y a un truc au muséum d'histoire naturelle, je peux. Si j'ai envie d'aller travailler à la douane parce que pour X raison, ils cherchent quelqu'un. Alors c'est vrai qu'à la douane, j'irais plutôt sur des aspects vétérinaires, hein, moins sur, des trucs genre trafic d'armes, mais en fait je peux. Tu peux aller faire du trafic d'armes? Je peux aller faire du trafic d'armes. Je dis OK. pas que ça m'intéresse, mais je peux. Ben, on fera un deuxième épisode si tu fais ça, Elisa, parce que là, Dans ce cas-là. ouais. Mais sur du trafic d'animaux, ouais, ça pourrait être intéressant. Mmh. Et tu vois, on parle de trafic d'animaux, bah, tu peux très bien te dire, je peux aller travailler dans une brigade d'enquête spécialisée sur le sujet. Si le trafic d'animaux, ça génère de l'argent, je peux très bien aller travailler dans des, ce qu'on appelle des offices nationaux qui sont un peu spécialisés dans tout ce qui est, traçabilité de l'argent, voir où part l'argent, parce que ça, c'est des réseaux, en fait, ça va au-delà de juste la protection animale. Bah, en fait, Mmh. je peux y aller. Il y a OK, tellement de possible. choses que tu peux aller dans le renseignement aussi, ça existe. J'ai Ah même découvert ouais. qu'à la douane, ils avaient un office du médicament, enfin un secteur spécialisé dans le médicament et je m'étais dit: «Tiens, en fait, mais ça, c'est cool, ça pourrait être Mmh. intéressant». OK. Et du coup, comment tu as choisi, j'entends qu'il y avait une liste restreinte, même Oui. s'il y avait plus de postes que de candidats et de candidates, enfin de lauréats et lauréates. Comment, toi, comment tu as choisi et où est-ce que tu as atterri en premier? Alors comment on a choisi? Alors déjà quand on essaie de se mettre d'accord, c'est pas le meilleur moment qui soit, parce que, Mmh. ben, l'objectif, pour tout le monde, c'est un peu de retourner, ben, là où on a nos attaches et ça se comprend aussi. Souvent, c'est des personnes, moi je parle de sortie d'école, donc je sortais de l'école véto, j'étais pas encore installée, mais la plupart des personnes qui passent des concours, elles ont déjà une vie quelque part, donc l'objectif, c'est d'y retourner. Ça colle pas forcément avec, l'organisation géographique des postes, mais bon après, il faut aussi se dire qu'on peut revenir assez rapidement quand même dans notre, coin de prédilection. On est bloqué peut-être, 2 ans max. Mais OK, mais voilà, mais ça impacte quand même. C'est un point à prendre en compte. C'est OK, peut-être un des points qui peut être le plus bloquant, c'est que le premier poste, ben, on va pas forcément là, dans le coin où on a envie d'être. Ça veut pas dire que OK. les missions sont pas intéressantes, mais c'est géographiquement parlant. Et En fait, on oui. est un peu comme des arbres. Donc si on est un petit, mirabellier, de Lorraine, on n'a pas forcément envie d'aller, faire le pin parasol, dans le sud de la France. Ou quelqu'un Mmh. qui est du sud de la France, il a pas forcément envie de se retrouver dans le nord, par exemple. Oui. OK. Et toi, tu t'y retrouves où? Je me suis retrouvée à Amiens, Et dans tu les venais d'où? Hauts-de-France. Et je venais des Vosges. C'est un peu OK. vallonné. Donc là, j'ai vu du plat à perte de vue, Et c'était comment? des champs de betteraves à perte de vue. Alors, Youpi! faut pas trop suivre de près les betteraviers parce que alors dans les virages, ils en perdent des betteraves. Faut pas être trop près si on veut pas s'en prendre une sur le pare-brise. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, mais après l'émission était très intéressante. Le coin, moi, me convenait, moyen. Bah, c'est vrai que c'est assez plat. Mmh. Après ça allait au Vosges, j'étais à 5 heures de route, je faisais pas ça tout le temps pour aller voir la famille, mais ça se fait. D'accord. Mais c'est plus, au niveau de la géographie que c'était pas trop mon truc, le plat, la mer, préfère la montagne, la forêt. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Par contre, mission, très intéressante. Ce que j'ai fait pendant 2 ans à Amiens, ça consistait à contrôler les établissements d'expérimentation animale sur les aspects bien-être animal et sur les utilisations, qu'ils pouvaient faire des médicaments vétérinaires. Donc ça, c'est assez D'accord. intéressant parce que comme la recherche, ça me plaisait bien, OK, moi, j'étais plus sur des aspects de contrôle, mais on regarde un peu les projets de recherche. C'est-à-dire que, quand on contrôle ça, on regarde, bah, comment est-ce qu'eux, ils gèrent la douleur? Quel protocole d'anesthésie ils mettent en place? Comment est-ce qu'ils hébergent les animaux? C'est quoi le bien-être, du poisson? C'est quoi le bien-être, du xénope? Comment est-ce qu'on aménage une cage de xénope? C'est une espèce de grenouille, crapaud. Alors D'accord. les gens vont me tirer dessus. Ce n'est ni une grenouille ni un crapaud, c'est un xénope, mais c'est un batracien. Ça ressemble un peu. Voilà, ça ressemble un peu.
Une grosse grenouille. OK. Et c'est, comment est-ce qu'on assure le bien-être de ces animaux-là? Et intellectuellement, c'est hyper intéressant de se dire, où est-ce que je recherche ça? Qu'est-ce qui existe en littérature scientifique sur le sujet? C'est quoi l'anesthésie d'un xénope? Genre comment on fait? Quels Mmh. médicaments on utilise? C'est quoi les doses? Et ça consiste à vérifier que, la protection animale, elle est assurée. Mmh. Parce qu'en fait, la recherche expérimentale qui est faite sur les animaux, en fonction du protocole qui est mis en place, ça va beaucoup influencer les résultats de recherche. Et oui. Des mesures de bien-être animal, qui sont pas suffisamment, appliquées, ça peut déprimer l'animal et qui dit dépression, de l'animal dit résultat de recherche pas fiable et comme l'objectif de la recherche, c'est de pouvoir faire des résultats qui sont fiables et qui sont répétables, en fait, c'est hyper important pour eux la prise en compte du bien-être animal. OK. Donc vous êtes essentiel, en fait? Ouais, c'est ça. Des sentinelles, en fait, d'une part, assurer la protection animale parce qu'il y a des enjeux là-dessus. On sait que l'expérimentation animale, c'est un sujet sensible. Il Oui. y a beaucoup d'attentes. Il y a des attentes sur l'aspect bien-être animal et des attentes sur, la recherche derrière. Genre les résultats, faut qu'ils soient fiables et en fait, le bien-être animal, ça impacte beaucoup la fiabilité des recherches qui sont menées. D'accord. Ça et puis le contrôle de comment ils utilisent les médicaments parce qu'un centre d'expérimentation animale, c'est pareil qu'une clinique véto. Ils doivent avoir des registres, pour tenir des stupéfiants. Faut faire attention à la température de conservation des vaccins, de certains médicaments et en fait, quand je faisais des contrôles sur les aspects médicaments vétérinaires, il y avait, les laboratoires de recherche. Je pouvais être amenée aussi à contrôler les cliniques vétérinaires et ce qu'on appelle des groupements agris. Donc on a des vétérinaires qui y travaillent et qui délivrent des médicaments à un certain nombre d'éleveurs, moyennant des plans où en fait on identifie quelles sont les maladies que peuvent avoir les animaux et puis on met en place des protocoles, c'est de la médecine de groupe. J'assure aussi la coordination des plans d'urgence Ah, au sein de la région Hauts-de-France. c'est-à-dire? Et en fait, les plans d'urgence, quand on a une maladie réglementée qui émerge sur le territoire, par exemple la peste porcine africaine, la dermatose nodulaire contagieuse, la fièvre afteuse, chaque département a un plan d'urgence. C'est-à-dire que quand ça arrive, on a des procédures qui nous permettent de savoir, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mobilise et dans quel ordre, pour pas se retrouver perdu, pour savoir où est-ce qu'on va. Mmh. Parce que des fois, il y a des documents à formaliser, il faut avoir des modèles, faut savoir qui on contacte pour demander quoi, qui est-ce qu'on prévient quand on a ça. Et l'objectif, quand on fait de la coordination des plans d'urgence, c'est de partager les bonnes pratiques entre tous les départements. S'il y en a un qui a fait un document et qui s'applique à tout le monde, on le Mmh. partage. OK. Si on va quelque part, si on va en renfort, par exemple, pour aider au dépeuplement dans le cas de la grippe aviaire, en fait, on peut partager des bonnes pratiques qu'on a pu voir mettre en œuvre. On fait aussi des exercices. On aide les départements, les services vétérinaires en département à monter des exercices où en fait, on va simuler un cas, je sais pas, de fièvre afteuse, puis après on déroule le plan. Puis on voit, ce qui fonctionne moins bien, là où il faut améliorer, Ah ouais, ça va loin, hein, pour être prêt et faire en Ouais, sorte c'est ça. de savoir réagir, à l'instant, C'est ça, puis former les collègues c'est parce qu'en fait, c'est pas évident quand on n'a jamais vu ça, s'habiller pour aller dans un élevage où il y a de la fièvre afteuse, c'est pas si facile que ça. C'est surtout se déshabiller qui est compliqué. Quand il faut se descotcher. ah ouais. Là, il y a des collègues imaginatifs qui font des tests à base de farine, c'est-à-dire que tu t'habilles en cosmonaute, après on te met un peu de farine dessus et l'objectif, c'est de se déshabiller sans mettre de la farine sur soi et la farine simule le virus. Ah oui. Oui, Et bah, c'est pas si facile effectivement, non, c'est pas j'imagine si bien. facile. Et il Mais y a voilà, ça ouais, peut être très pratico-pratique, hein, OK. Toi, tu as fait tout ça pendant 2 ans. Ouais, c'est ça, pendant 2 ans. Qu'est-ce qui t'a amené, j à ton poste, actuel, dans la Meuse? Déjà l'envie de se rapprocher un peu de chez soi, parce qu'entre OK. l'école véto où on est 4 ans à Toulouse, en plus, 2 ans à Lyon et puis après 2 ans à Amiens. En fait, au début, on est content de partir, loin, puis après on se dit: en fait, c'est quand même plus compliqué, pour voir, les personnes qu'on aime et Mmh. l'air de rien, se rapprocher, ça aide beaucoup. Là, ça me permet de voir, d'aller voir ma famille, plus facilement, et c'est quand même, c'est confortable, c'est beaucoup plus confortable. Et puis après, c'était au niveau professionnel, c'est comme partout, il y a des hauts et des bas et je pense que là-bas, j'avais atteint un bas D'accord. et j'avais envie de changer, en fait. Mais ça, que ce soit dans la fonction publique ou ailleurs, il y a toujours des moments où on se dit: «Ben là, en fait, j'arrive à un moment où ça me convient plus, mais en fait, j'ai plein d'opportunités donc juste, je vais aller voir, ce que je peux faire ailleurs». Ouais, tout Et simplement. donc j'ai postulé et je suis toujours, inspectrice de santé publique vétérinaire et c'est ça qui est chouette, quoi. On peut bouger d'un poste à l'autre, sans avoir ce stress de se dire: «Entre 2, je fais quoi?» parce qu'en fait, il y a pas vraiment d'entre 2, c'est je postule ailleurs, je suis prise, le jour J, je suis à Amiens et le jour N+1, je suis dans la Meuse. Comment s'est passée ton intégration dans ce nouveau poste?
J'avais eu la chance, en fait, de prendre le poste d'une personne qui est partie en retraite et cette personne, quand elle est partie en retraite, elle m'a invitée à son pot de départ. Mmh. Alors ça peut paraître, forcément c'est un peu bizarre, mais en même temps, c'était super chouette parce que ça m'a permis, en fait, de rencontrer peut-être les personnes de mon service avant d'arriver dans un autre contexte. Bon après, je sais pas comment elle l'ont perçu, elle devait se dire: «Mmh, c'est qui ça?» Mais ça permettait d'arriver peut-être dans un contexte un peu plus détendu. Où en fait, ben, tu es là, tu te présentes un peu, tu dis: «Voilà, machin, on mange un petit truc ensemble», et eux, ça leur permettait aussi de voir à quoi, moi je ressemble. Parce que c'est toujours un peu OK. pareil, on sait, quand on est agent et qu'on change de chef, on sait qui part, mais on sait pas qui arrive. Ah oui, parce que tu intégrais, un rôle de chef. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai changé. Avant, j'étais dans un rôle où moi, je faisais pas d'encadrement. Je faisais des missions de contrôle, je faisais des missions de coordination, mais j'encadrais pas des personnes. Que là, je change complètement. Je vais plus être sur des missions de contrôle, mais je vais être sur de l'encadrement. Faire en sorte de fluidifier, de me faire en sorte que les missions se fassent, que ça se passe bien pour les personnes, permettre leur développement à elles, résoudre des Mmh. difficultés, mettre de l'huile dans les rouages. Et qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que c'est toujours, ISPV, mais là, c'est un métier complètement différent puisque tu as un rôle de chef, comme tu dis, d'encadrement, donc il y a du management, ça n'a plus rien à voir avec, juste, mener les missions. Enfin, d'un coup, là, ça devient très différent. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Bah, déjà, on était un peu formés enfin, à Toulouse, on a été bien formés sur l'aspect, hein, sécurité sanitaire des aliments. Donc au Mmh. niveau des bases, ça va. Après, j'avais un peu des craintes au début parce que quand on est vétérinaire, ben, la protection animale, ça me parle plus que Mmh. la sécurité sanitaire des aliments. Donc j'avais un peu d'appréhension là-dessus, de me dire: «Ben, je vais là, mais est-ce que je vais aimer, en fait, ce que je fais?» J'en avais un peu moins pour les aspects concurrence, consommation et répression des fraudes parce que, ce que j'avais aimé sur mon précédent poste, c'était l'aspect contrôle. L'aspect contrôle va vérifier que c'est fait dans les clous parce que ça a un intérêt pour l'animal, ça a un intérêt pour la santé humaine et qu'est-ce que je fais si c'est pas le cas? Et en fait, ça permet de comprendre la réglementation, un peu les droits et les devoirs des professionnels, des personnes physiques et des personnes morales. Professionnelles dans le sens où une entreprise aussi, elle a des devoirs et des obligations, Mmh. en plus des personnes physiques, genre nous. Ouais. Et ça, les missions de la répression des fraudes, elles étaient très vastes. Ouais, ça m'intéressait en termes de thématique. J'étais curieuse de voir, l'étendue de ces missions-là, comment on pouvait faire et je savais qu'il y avait un petit côté un peu plus répressif, parce que c'est vrai que dans les missions de contrôle, j'aime bien l'aspect répressif. Tu peux en dire plus sur ça? C'est quoi l'aspect répressif? Bah, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui font bien les choses. On a des professionnels, qui font bien les choses et c'est important. Genre, c'est bien de le reconnaître pour eux. Quand on fait des contrôles et que les personnes font bien les choses, ben, c'est important de leur dire: «Ben, là, toi, tu fais bien». Et pour celles qui font pas bien les choses, c'est aussi important de leur dire: «Ben, là, tu fais pas bien» et derrière, il y a une sanction. Parce que la personne qui fait toujours bien les choses, quand elle voit qu'à côté d'elle, il y a un autre professionnel, il respecte pas la réglementation. Du coup, en respectant pas la réglementation, ben, peut-être il paye moins de frais, il Mmh. économise sur des frais, ça lui permet peut-être de mieux vivre, bah, ça peut être assez frustrant. Et OK. l'objectif, c'est de dire: «Ben, toi, si tu fais bien le travail, en fait, on va le reconnaître et ceux qui font pas bien le travail, en fait, on le voit et derrière, il y a des sanctions». C'est-à-dire qu'on ne laisse pas, faire ce qu'il fait de mal, enfin, ce Mmh. qu'il fait de pas bien, ce qui est pas conforme à la réglementation. C'est toujours OK. pareil, le référentiel, c'est la réglementation. Il y a un petit côté justicière là-dedans. Peut-être oui, puis un peu éthique aussi de se dire: «Ben, ceux qui font bien le boulot, ben, en fait, faut les valoriser» et c'est compliqué de les valoriser, mais c'est aussi de dire: «Ben, si tu fais pas bien le travail, en fait, derrière, il y a des conséquences». Oui. C'est pas juste, on te laisse faire. Et ça, ouais, c'est important, je pense que c'est le côté un peu, je pense que je suis assez attachée à tout ce qui est en lien avec la protection animale et la protection de la santé humaine et quand je vois des personnes, bah, voilà, qui respectent pas forcément, la réglementation sur ces aspects-là, alors pour moi, c'est vraiment un enjeu, important. Ou qui respectent pas les droits des consommateurs parce qu'en fait, on est tous consommateurs donc quand on nous dit: «Ben, là, il y a une promotion et qu'elle est pas appliquée», ben, non, en fait. Puis après on peut se dire: «Bah, c'est qu'une petite promotion», sauf que tout le monde gagne pas 3 000 € net par mois. Et c'est ça aussi le lien avec la présentation que tu faisais de moi au début sur la justice sociale. En fait, c'est ça aussi de se dire, c'est que des actions qui peuvent paraître petites pour certains, pour d'autres, elles le sont pas. C'est pour ça que c'est important qu'en fait les droits, et la réglementation, elles soient respectées. Ça va au-delà de juste, je protège, je sanctionne. C'est de dire, bah, en fait, derrière, il y a des vies humaines. Mmh. Quand une personne, elle va acheter quelque chose et que derrière elle l'a pas, bah, en fait, ça l'impacte. Surtout sur les aspects alimentaires, par exemple. On le voit bien. Mais Carrément. ça peut être sur d'autres choses, c'est, je rentre de soirée, je fais appel à un serrurier, il me demande 2 000 € alors qu'en fait ça coûte 150 €, ben, ça a un impact en fait.
parce Oui, que, bah, c'est compliqué. Puis quand on est devant sa porte sans les clés, on est bien démunis, quoi. c'est clair. Donc toutes les missions, enfin, il y a des missions sur lesquelles tu étais pas trop sûre, et il y avait des missions sur lesquelles tu savais que ça te plairait. Qu'en est-il de ton rôle de chef? Comment tu le vis aujourd'hui? Parce que c'est différent de ce que tu faisais avant et ça fait partie, j'imagine des changements assez importants. Comment ça se passe pour toi? Quand je suis arrivée, je pense que ça je m'en rends compte après coup, c'est que j'avais quand même pas trop les bases. OK. Je pense que je suis arrivée un peu comme ça. J'ai eu de la chance que, bah, que ça se passe plutôt bien avec, l'équipe, mais je pense que je manquais de base. Genre là, quand je regarde ce que j'ai fait en arrivant et ce que je ferais si je prenais un autre poste plus tard, d'encadrant, je me dis que je referais pas pareil. Je Ouais. pense que j'ai dû aligner pas mal de bêtises en arrivant, mais que, ben, malheureusement, en fait, quand on n'a pas le recul nécessaire, déjà, on le voit pas, on s'en rend compte qu'après coup et je me dis que j'aurais peut-être manqué peut-être de un peu de formation managériale avant la prise de poste. Donc ce que tu avais fait, le master que tu avais fait, ça a pas suffi? Mais en fait, un master, c'est très théorique, D'accord. je saurais pas comment le formuler, mais c'est pas des formations en encadrement où en fait, on Mmh. va t'expliquer, bah, quand tu prends ton poste, il faut faire ça, ça, ça et en fait, comme c'était une formation qui était assez générale, on n'allait pas dans le détail de l'humain, de ce que j'ai pu avoir dans d'autres formations managériales que j'ai suivies depuis. On abordait assez peu, l'entretien professionnel. On analysait des situations, mais peut-être sans outils concrets ou sans aller dans l'humain. Peut-être, assez générique. Mmh. Ça m'a donné certains outils. Je pense qu'avec ça et avec, certains on a quand même une formation en management, attention, je dis pas qu'on a rien du tout, mais ça mérite un complément, je pense, avant la prise, de poste. Parce que c'est pareil, les formations, le master que j'ai suivi, bah, c'était déjà il y a 2 ans avant et remettre le nez dedans sur des trucs très théoriques, Oui. ben, ça se décline pas très bien. Puis je pense qu'il y a des choses, en fait, on est obligé peut-être de se planter un peu le premier coup pour apprendre. Pour se dire: «Ah bah tiens, en fait, peut-être que ça marche mieux comme ça». Genre la théorie, c'est bien, mais en fait, ça va pas suffire. Je pense qu'il faut le faire une première fois pour après améliorer des fois suivantes. C'est clair. Genre un peu avoir de l'empathie avec soi-même et se dire: «Ben OK, la première fois, ben ce sera pas, le top du top, je vais faire des erreurs, mais je sais pas si j'aurais pu les éviter même en ayant eu une formation». Je pense que c'était pas Mmh. suffisamment concret pour moi. Que là, bah, c'est plus concret parce qu'il y a des cas, du coup, je me dis: «Ah tiens, là, effectivement». Je comprends bien, ce qu'on attend de moi, je comprends bien, ce que j'ai à faire. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a été, un des apprentissages les plus précieux que tu as fait, dans les formations de management que tu as pu suivre? Je pense que c'est me connaître moi-même. Je pense que les OK. formations en management, en fait, elles m'apprennent à mieux me connaître moi et en me connaissant mieux, moi-même, j'arrive mieux à aborder les situations, à mieux comprendre comment je réagis et à mieux comprendre comment me positionner, vis-à-vis des autres. Après, ça me donne bien sûr des outils où je me dis: «Tiens, ça, ouais, je pourrais essayer de l'aborder comme ça pour faire telle ou telle chose». Ou des Mmh. formations en management, ça peut être des formations simples, genre j'ai fait une formation, genre comment faire un entretien professionnel, comment ça doit se dérouler, comment je peux formuler des choses pour amener les gens à s'exprimer sur certains sujets, comment il faut formuler, ce qu'il faut faire, pas faire, parce que forcément on nous montre des vidéos de ce qu'il faut pas faire, mais c'est important aussi Oui. et ça c'était super utile, ouais et je pense qu'une des formations en management, qui m'a beaucoup aidée, bah, c'est celle que j'ai suivie avec toi parce que je pense que c'est la première vraie grosse formation en management que j'ai pu suivre. Donc c'était sur du temps perso. Parce que dans un premier temps, j'avais pas suffisamment de connaissances, je pense, au niveau des formations disponibles, ce qui était à disposition, mais j'avais vu que toi, tu en proposais Mmh. et je m'étais dit comme c'est adressé aux femmes vétérinaires, que moi là, je vois que j'en ai besoin, bah, je me suis dit: «Go» en fait et je pense Ouais. que c'est à partir de la formation que Wondervet que j'ai suivie avec toi que je me suis dit: «Ouais, en fait, bah, c'est bien» et que là, je pense, j'ai pris conscience, en fait, de l'importance que ça avait, de ce que ça pouvait m'apporter en termes de bénéfices et depuis, j'en suis d'autres. Ouais, c'est ça, tu creuses, tu vas plus loin, tu Ouais, c'est développes, ça, je ça m'a donné envie, en fait et ce qui était assez cool, c'est que, tu vois, j'ai suivi la formation Wondervet et il y a pas très longtemps, le ministère nous a fait une super visio pour nous présenter un peu tous les dispositifs de formation existants, ah en gros, génial. ben, quand tu prends ton poste de chef de service, qu'est-ce qu'il faudrait suivre comme formation? Donc là, j'ai un peu rigolé parce que je me suis dit que j'avais pas du tout, suivi les formations qu'il fallait. Puis après, je me suis dit: «Bon, bah, au moins maintenant, je sais un peu, comment faire, je sais un peu où m'orienter».
Et puis surtout, si après, un jour je rencontre un autre chef de service ou que je suis dans une position où j'accueille un chef de service, ben, je saurai un peu comment faire, quoi. Dire: «Ben, voilà, Mmh. dans un premier temps, tu peux suivre ça, ça, ça», puis les chronométrer dans le temps. Par exemple, ça sert à rien, genre j'arrive 10 jours après de partir en formation, se laisser un peu le temps d'arriver, de voir un peu les soucis ou les pas soucis ou ce qui pose difficulté avant d'en faire une. Oui, parce qu'en fonction des challenges que tu rencontres, tu as plus ou moins besoin, d'apprendre, certaines choses, d'aller plus en profondeur sur certaines autres. Enfin, c'est sûr que Ouais, c'est ça. ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe dans le service et de où est-ce qu'il y a vraiment besoin que tu déploies des Oui. compétences, en fait. Et ce qui est vraiment chouette dans la fonction publique, c'est que, de manière générale, quand on prend son poste, on est accompagné. Genre, on a un panel de formations à disposition qu'on peut faire sur le temps de travail, genre c'est OK. Genre les formations que moi je fais, bon, en dehors de celles que j'ai fait avec toi parce que c'était privé et c'était sur le temps perso, en fait, toutes les formations qu'on propose, qui sont proposées, en fait, c'est des formations, en effet, sur notre temps de travail. Genre, c'est pas, je fais si j'ai envie de faire un truc à côté, bon, c'est chouette, mais en fait, toutes les formations qu'on propose, bah, je l'ai fait, c'est comme du travail. Donc là, et c'est ça qui est assez chouette, c'est que j'ai pas besoin d'aller sur le temps perso pour les faire. Oui, c'est ce qui est normalement prévu, dans tout métier. Du moment que tu fais une Oui, formation en lien avec ton métier, c'est sur ton temps de travail, mais c'est pas bah, c'est vrai toujours que je le le cas. précise parce que souvent sur les groupes véto, je vois beaucoup de personnes qui se disent: «Mais en fait, je suis obligée de faire les formations sur mes temps perso» et je me suis dit: «Mais Oui, en fait, ça, c'est la grosse force de la partie, administration, c'est que les formations, c'est vraiment sur le temps pro». Genre, il y a pas de discussion. oui, Je me souviens aussi quand j'ai pris mon poste, j'ai envoyé un message à tous les collègues de la région qui faisaient la même chose que moi, qui étaient aussi chefs de service et franchement, mais c'est des personnes, mais super. Genre, mmh, à la moindre question, en fait, on a notre petit réseau de chefs de service de la région, on se voit tous régulièrement, on se connaît, à la moindre question, on s'envoie nos questions, il y a des personnes qui nous répondent et ça, c'est vraiment, c'est hyper facilitant. Genre, je me souviens, un gros défi quand je suis arrivée, on me dit: «Elisa, il faut faire la programmation des contrôles». Genre, j'étais là, je pense que j'étais comme toi de mon écran, j'étais là: je comprends pas, expliquez-moi, c'est quoi les outils? Je comprends pas ce que c'est». Je sais pas dans quel sens, dans quel ordre, ce qu'on attend de moi, et là, je me souviens, j'ai envoyé un message de détresse, à mes collègues de la région. Ils m'ont dit: «Ah bah tiens, moi j'ai ce document-là si tu veux t'aider en support, moi j'utilise ça, voilà, je fais comme ci, comme ça», et je me suis dit et c'est ça ça va qui le est cool, faire. c'est qu'on n'est jamais tout seul, en fait. Même sur des situations de management, quand on a des questions, bah, en fait, on a des personnes qui peuvent nous aider. Ça peut être des collègues, genre là, par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai acté la mise en place d'un mentorat. Donc j'ai un collègue, plus âgé que moi qui a plus d'expérience et tout et on s'est mis, d'accord en lien avec l'administration pour que, ben, si j'ai une question, diverses et variées sur un sujet technique ou sur un sujet de management, bah, je peux l'appeler et lui, il m'aide à décortiquer un peu le truc. Mais Génial. c'est d'un commun accord, mais franchement, c'est chouette, quoi. Ouais, c'est vraiment précieux, hein. Oui. Est-ce que tu as un exemple de ce que tu as fait évoluer dans ta pratique en tant que manager qui, ouais, que tu trouves vraiment hyper, précieux dans ce que ça t'apporte, dans ce que ça apporte à ton équipe? Un exemple concret d'un truc que tu fais différemment, que tu as fait différemment et que tu aurais pas fait comme ça si tu avais pas eu des formations? Bah, je pense déjà, c'est bête, hein, c'est l'entretien professionnel. Alors moi, j'avais aucune idée quand je suis arrivée de comment ça se préparait et tout et du coup, j'ai suivi une première formation pour savoir un petit peu les bases. Ouais, Donc j'ai fait ça la 1re année, ça m'a pris beaucoup de temps et après, par exemple, en suivant la formation avec toi, j'ai mis en place le petit arbre à personnages où, d'accord. bah, maintenant, en début d'entretien professionnel pour ouvrir l'échange parce que c'est un peu l'objectif, en fait. C'est pas moi qui dis tout et la personne en face qui m'écoute, c'est vraiment qu'elle, elle puisse s'exprimer Mmh. et ben, on a mis l'arbre à personnages, ça permet d'ouvrir l'échange. En fait, c'est un continuum. J'ai appris au début et après j'ai des petits tips qu'on m'apprend, de temps en temps ou des petits outils. Je me dis: «Tiens ça, je peux essayer de le mettre en place. Mmh. Ça marcherait». J'ai celui-là, ouais, il m'a marqué celui-là. Et qu'est-ce que ça change dans ce que tu observes maintenant que tu l'utilises, cet outil qui s'appelle l'arbre à personnages? Bah, déjà, ça focalise les personnes peut-être sur autre chose que moi. Ça faut que ça D'accord. ça je veux dire, l'entretien professionnel, c'est toujours à un moment, ça reste un peu stressant de poser l'arbre à personnage, ça permet d'avoir un regard fixé et de leur dire: «Ben, toi, tu te sens comment?» et ça permet de lancer l'échange, de manière plus sereine. Ouais. Où on n'aborde pas tout de suite le fond, comme c'est un échange, ben, on aborde des sujets variés. Ça permet de lancer l'échange et après, je le suis en fonction de ce que la personne me dit. C'est-à-dire que je le regarde pas forcément d'entrée de jeu la grille. Genre on poursuit l'échange sur la base de, ce que la personne me dit à ce moment-là.
Mmh. Je me reconnais dans tel personnage, ben pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe pour toi? OK, ça amène plus de fluidité, ça ouvre le Ouais, dialogue c'est d'une ça. manière qui est moins artificielle et ça c'est plus facile pour la personne de Oui, c'est s'exprimer, quoi. ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez formel et d'amener ce petit arbre à personnage, ben, ça désacralise un peu, quoi. Ça en tout Mmh. cas, ça aide Bien. beaucoup les échanges. OK. L'arbre à personnage, pour expliquer très brièvement, c'est une image sur laquelle il y a dessiné un arbre et plein de petits personnages qui ont des positions différentes dans cet arbre et qui ont des attitudes différentes. Et l'idée, c'est que la personne, elle puisse, en répondant à la question posée, s'appuyer sur l'image pour dire dans quel personnage elle se reconnaît. Et donc là, ça peut être par exemple, bah, en ce moment dans l'entreprise, tu te sens où? Où est-ce que tu dirais, quel personnage représente le mieux comment tu te sens dans l'entreprise? Et donc la personne, elle parle à partir d'une image plutôt que juste à partir de qui elle est, ce qu'elle vit, et cetera. Et c'est plus facile pour les personnes, enfin ça peut faciliter la prise de parole pour les personnes de partir d'une image, en fait. Donc ça fait partie des techniques qu'on aime bien proposer comme outil aux managers de s'appuyer sur ce qui s'appelle du coup du photolangage. Voilà. Mais je trouve ça chouette que un outil aussi simple, tu en vois vraiment des bénéfices et que tu en vois l'intérêt au quotidien et que ça donne envie de continuer à te former, en fait. Trop Ouais et du chouette. coup, j'ai continué sur la lancée après Wonder Manager. Là, j'ai suivi une formation qui était vraiment bien en matière d'encadrement, où on utilisait plein d'outils, graphiques, en fait, pour aider les gens à Mmh. réfléchir et Trop bien. ça, vraiment chouette pour guider les idées. J'ai hâte d'avoir le matos nécessaire pour essayer ça en réunion de service. J'ai vu qu'il y avait possibilité parce que j'ai certains agents qui, des fois, se disaient: «Bah, en fait, nous, on fait des patates et on se note des trucs dedans et on fait des liens» et je me dis qu'en fait, ça aide vraiment à la réflexion et ça permet de casser l'ambiance, réunion de service où on est autour de la table, où on discute autour d'un truc et c'est moins interactif. Ah d'ailleurs, ça me fait penser aux réunions de service où nous avons introduit, Berlioz. Berlioz est une C'est quoi? petite peluche, chat toute ronde qui sert à D'accord. se passer la parole en début de réunion pour parler. On se laisse 5 minutes max chacun, un peu de nos actus. OK. Alors je savais pas trop comment ça allait passer dans l'équipe et quand je l'ai introduit, franchement ça c'est passé nickel. Je leur ai dit: «Ben voilà, si vous voulez vous passer la parole, vous lancez le chat» et après quelqu'un a été désigné pour trouver le nom du chat. On a voté pour savoir qui était pour, l'appeler Berlioz. Tout le monde était d'accord. Trop mignon. Mais c'est un bon outil, mais c'est pareil, ça apporte un peu de sérénité. C'est plus, ça ouais. Je pense en réunion de service, ça permet de lancer un peu, l'échange de la réunion, mais sur un mode plus calme quoi, plus cool. Genre Mmh. je prends la parole, je lance mon petit chat, j'explique un peu mon actu à moi, ce qui se passe. Ça permet à tout le monde de partager un peu, bah, ce qui se passe d'important pour lui Mmh. et les personnes rebondissent un peu. On se laisse un peu de temps après pour rebondir sur: «Ah tiens toi, tu eu ça, peux me tenir au courant et tout». Et c'est Trop bien pour les chouette. personnes qui sont un peu stressées de prendre la parole, ça permet d'avoir un truc entre les mains aussi un peu à tu vois, Papouiller. oui voilà, c'est ça. Ah, j'adore l'idée. Hem et je vais faire un petit écart, parce qu'il y a quand même un sujet intéressant, enfin important, je crois, qu'on n'a pas encore abordé, et je vois qu'on a déjà commencé à bien papoter. Tu as dit, dans ta préparation d'interview que tu étais réserviste à la gendarmerie nationale. Je n'ai aucune idée de en quoi ça consiste, à part que j'imagine qu'ils peuvent t'appeler pour te dire: «Élisa, on a absolument besoin de toi, il faut que tu viennes». Mais venir pour faire quoi? Quand on est réserviste en gendarmerie? Parce que réserviste pour les pompiers, j'imagine un peu plus, mais pour moi, dans la gendarmerie, c'est enfin, j'ai du mal, donc je veux bien que tu m'expliques, c'est quoi, en fait? En quoi ça consiste? Alors moi, je suis réserviste citoyenne. Ça veut dire que je ne passe pas les tests qui consistent à faire le 500 mètres, en moins de 10 secondes. Souvent les réservistes, gendarmerie classiques sans être citoyens, eux, on peut les appeler pour leur dire: «Ben là, il y a une manifestation, on a besoin de monde pour encadrer la manifestation» D'accord, ou, «Tiens, c'est le nouvel an, on a besoin de monde pour aller faire des contrôles, d'alcoolémie sur la route, après le 31». C'est en général, ça reste des interventions de ce type-là. Si on a besoin de d'accord, renfort pour aller faire des contrôles d'alcoolémie quelque part, des contrôles sur la route. Quand on est réserviste citoyen, en fait, ils nous prennent pour les compétences qu'on a, pour ce qu'on peut leur apporter si jamais ils ont des questions. J'ai pas eu l'occasion de le faire dans les Hauts-de-France parce que c'est beaucoup plus en tout cas, c'était beaucoup plus actif dans les Hauts-de-France, mais des fois, ils organisaient des réunions à thème et par exemple, sur les maladies réglementées, ça les aurait intéressés d'avoir une réunion sur, c'est quoi la peste porcine africaine, un peu, comment ça fonctionne? Ou, ce qui est facilitant là, par exemple, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours pour moi avec eux, c'est, on a besoin d'avoir un support de la gendarmerie pour, X raisons pour aller avec nous. Ben, quand on est de la réserve citoyenne, le contact, il se fait beaucoup plus facilement.
On s'échange un peu plus facilement des informations, ils vont aller plus facilement vers notre service en se disant: «Ah bah tiens, la personne là, on la connaît». Ou s'ils ont une question particulière, je sais pas, ils trouvent des produits à DLC dépassés, ben, ils passent un peu plus vite un coup de fil. Ils savent que nous, on est là pour ça. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est de leur apporter les compétences que eux n'ont pas forcément parce qu'ils font des métiers qui sont assez génériques. Et tous les métiers en lien avec la sécurité sanitaire des aliments, la protection animale, la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes, c'est des thématiques très particulières et ils peuvent pas se former sur tout. Et donc les réservistes citoyens, ils arrivent là pour apporter une expertise supplémentaire. Par OK. exemple, en Meuse, on a un réserviste, citoyen, il est médecin légiste. Ben, des fois, il apporte, son appui sur les enquêtes, en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réserviste? Je pense que c'était d'apporter, en fait, les connaissances que j'avais, bah, pour pouvoir aider, pour pouvoir contribuer au service public d'une autre manière. Là, j'y contribue en étant, chef de service dans un secteur particulier, en étant inspectrice de santé publique vétérinaire et je me suis dit: «Mais en fait, moi, j'aimerais bien pouvoir donner un peu plus et me dire, ben, peut-être avec eux, s'ils connaissent un peu mieux nos missions, s'ils savent qui appeler quand ils ont telle ou telle problématique, bah, déjà c'est rassurant pour eux et nous, ça nous permet de mieux maîtriser nos missions, en fait et ça, OK. ça, c'est plutôt chouette. Mmh. Après, ça Carrément. permet, la gendarmerie nous invite aussi pour des événements particuliers, des cérémonies et c'est vrai que c'est assez beau à voir, en fait. Moi, c'est pas un milieu que je connaissais, bah, ouais, il y a des cérémonies qui sont vraiment jolies. Mmh. Je saurais pas comment l'expliquer. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans nos métiers à nous et puis c'est aussi un moment où on peut faire du réseau, en fait. Dans les cérémonies de la gendarmerie, ben, on croise, d'autres collègues de travail, d'autres administrations. Donc c'est l'occasion, voilà, on se dit bonjour, on apprend à se connaître et rien que le fait d'apprendre à se connaître, bah, quand on se croise dans d'autres réunions: «Ah tiens, ben, comment tu vas? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?» Et en fait, c'est tous ces liens un petit peu informels, concrets qui permet, bah, au quotidien de réussir à mieux faire le travail. Quelqu'un qui nous connaît, nous a déjà vu de visu, quand on lui passe un coup de fil, il a plus envie de nous répondre ou quand on envoie un mail, il se dit: «Ah bah, c'est telle personne, j'ai discuté un peu avec elle, je lui réponds plus vite». Puis moi, c'est pareil, quand on connaît quelqu'un, on se dit qu'il a fait l'effort de nous appeler, il voit qui on est, ben, on se connaît mieux, ça aide à mieux se connaître. Et l'air de rien, Mmh. tous ces petits liens informels comme ça, c'est ce qui aide vraiment à construire un service public de qualité parce qu'il y a le formel, on se voit en réunion et il y a tout le reste où on discute un peu à côté, on apprend à se connaître sur, autre chose que juste quand on se voit dans le cadre formel. Bon après la réserve citoyenne, ça reste quand même un cadre formel, mais c'est un peu différent. Oui. Est-ce que le réseau d'échange et de réflexion autour du service public, c'est plus informel que la réserve? Ou ça reste aussi quelque chose d'assez formel que tu fais, à côté de ton temps de travail? Ça, c'est plus informel. En fait, ça se passe dans le cadre du collectif Nos Services Publics qui apporte des réflexions, en fait, sur le service public. Par exemple, quand il y a des propositions de loi sur un secteur particulier, eux, ils peuvent apporter une expertise sur le sujet en disant: «Ben, voilà, nous, on a des personnes qui travaillent dans les services publics. Quand on met ça en place, voilà les conséquences que ça a, les conséquences positives ou les conséquences négatives». Et Mmh. ces enjeux autour du service public, alors moi, ça m'intéresse de comprendre, bah, si on met ça en place, qu'est-ce qui se passe derrière? Ou si on met cette petite chose en place, elle s'inscrit dans quel contexte plus global? Et qu'est-ce que ça implique derrière, pour le service public, pour le consommateur, c'est-à-dire, pour nous au quotidien, pour les animaux, pour la santé animale, pour la santé humaine? C'est plutôt dans ce sens-là. Alors c'est assez chouette parce que, ben, dans le cadre de ce collectif-là, ben, il peut y avoir des échanges sur le sujet, mais vraiment très variés. Et en fait, dans mes missions au quotidien, c'est aussi quelque chose qu'on fait, en fait. Souvent quand on est chef de service, on peut être sollicité sur de la réflexion sur des sujets et y contribuer en réfléchissant, à ça, en allant chercher de l'information parce qu'en fait, c'est un peu comme de la recherche, un peu comme ce qu'on peut faire quand on va chercher des publications scientifiques. Bah, là, c'est un peu la même chose, mais sur des sujets peut-être plus, politique publique, un peu plus Mmh. sciences sociales. En fait, quand on est en médecine vétérinaire, on va plutôt être sur de la science dure et là, quand on va travailler sur ces réflexions-là, on va être sur des sciences sociales et c'est ça aussi que j'ai découvert avec la formation d'inspecteur de santé publique vétérinaire, c'est tout le pan des sciences sociales. Je pense qu'avant, je comprenais moins bien ce que c'était, je mettais pas les mots dessus, mais ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. Oui, c'est assez passionnant. Genre, je me suis abonnée à Sciences Humaines, c'est dire. Mais ouais, et franchement, c'est vraiment hyper chouette. Genre, j'apprends des choses, mais très variées, au-delà de la science, des sciences dures, quoi. Genre, comment Mmh. l'humain, il fonctionne, qu'est-ce qui se passe, genre, je me souviens d'un article qui m'a marqué en sciences humaines, mais je sais pas si ça a vraiment grand chose à voir, où en fait, ils expliquaient que, les magistrats se mariaient plus entre eux et j'étais D'accord. là: «Ah ouais!»
et genre ça a un nom et tout, c'est genre l'homogamie sociale et je me suis dit: «Ah ouais, en fait, du coup préférentiellement, on va avec des personnes qui nous ressemblent» et c'est pour ça que les deuxièmes unions fonctionnent mieux. Parce que souvent la première union, bon, bah, on se met en couple avec quelqu'un et puis en fait, les nos idées, il y a un cheminement qui se fait entre 2 qui fait que souvent la deuxième union marche mieux et genre je découvre des choses comme ça, je me dis: «Ah ouais, c'est chouette en connaissance». Mmh. Alors, bon, comme ça on voit pas trop ce que ça peut apporter, mais des fois c'est de la connaissance un peu générale et on empile des couches. Mmh. Oui, Mais puis ça c'est de la m'intéresse, quoi. curiosité. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. en fait, hein. C'est de Tu la quand même curiosité de fonctionnement. ouais, il y a quand même, je sais pas, j'ai l'impression, pas mal de curiosité, donc tu vas nourrir ça, de plein de façons différentes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que, si je fais encore un petit rebond parce que j'ai encore quelques questions. Qu'est-ce que ça t'apporte de chasser des Pokémon? Comment t'es tombée là-dedans et qu'est-ce qui te fait kiffer, tu vois? Qu'est-ce qui est cool pour toi là-dedans? Et je pense qu'en fait, qu'en 2016, quand ils ont sorti l'application, j'étais tellement curieuse que je me suis dit: «Je vais l'ouvrir juste pour pouvoir avoir le plaisir sur mon téléphone de pouvoir en attraper pour de vrai». Puis en vrai, c'est un peu addictif. D'accord. C'est-à-dire que ça permet de sortir, on marche, ça permet de rencontrer des personnes aussi, voilà, on joue, ah bah tiens, toi tu joues aussi et puis, il y a un échange qui s'engage avec des personnes, enfin qu'on connaît pas, enfin qu'on apprend à connaître, qui sont pas du tout, enfin je veux dire comme on les connaît pas, on peut tomber sur des personnes de tout milieu social, de tout métier différent, avec des vies différentes, mais juste on se regroupe sur un intérêt commun de se dire: «Ben tiens, on va passer un peu de temps à jouer ensemble à ça, tiens, on s'invite» et puis après, ben, au fur et à mesure, on apprend à connaître les gens en face. Mmh. Puis on a des amitiés où on se dit: «Ben, tiens, est-ce qu'on irait pas marcher un jour ensemble comme ça, genre pour discuter et tout?» Et c'est bête, hein, mais là, je suis dans un petit village de la Meuse et c'est comme ça que j'ai rencontré des personnes de mon village. Genre, je me OK. disais: «Ah tiens, sur son téléphone, elle a l'air de jouer comme moi là, ça ressemble vachement aux petits gestes qu'on fait quand on joue à Pokémon Go» et bah, en échangeant, ouais, du coup, on s'est créé un petit groupe et tout, on échange, et ça fait plaisir, en fait. Trop chouette. Moi, c'est un jeu que je ne connais pas du tout, mais je crois me souvenir, quand c'est sorti, que il y avait eu, des vertus pour, des jeunes, qui étaient tout le temps sur l'ordinateur et tout et qui se sont mis à sortir marcher parce que du coup, il y avait, une recherche extérieure, pour, trouver, le Pokémon. Il fallait faire le tour de la forêt, faire le tour Ouais, du c'est pâté de ça. maison, fallait aller le chercher le Pokémon, quoi. Il y avait pas juste à cliquer et des boutons de manette ou un clavier, quoi. Bah, non, puis ça permet de s'occuper des fois quand on veut marcher un peu dehors et qu'on n'a pas d'animaux de compagnie, au moins, ben, on se dit: «Bah, OK, je vais aller marcher, si j'écoute pas un podcast, Pokémon de compagnie. je vais attraper des Pokémon». Ne dis pas aux gens de ne pas écouter de podcast, Elisa, s'il te plaît. Il faut absolument que vous continuiez d'écouter des podcasts. Oui, Peut-être que vous pardon, pouvez faire les 2. Non, je sais je pas. OK, trop bien. Est-ce qu'il y a, quelque chose d'important ou un sujet, que tu aurais envie d'aborder, qu'on n'aurait pas encore abordé? Ce que j'aimerais peut-être partager, c'est le fait que sur, Veto Entraide, j'essaye au maximum de répondre aux questions, des confrères Mmh. et des consoeurs qui postent en disant: «Ben, j'ai plus trop envie de soigner les animaux, qu'est-ce que je peux faire d'autre?» Et Ouais. franchement, quand je vois ce genre de choses, comme je suis passée par là, je me dis: «Ben, je vais essayer de leur apporter un peu, une vision autre, genre qu'est-ce que tu peux faire avec ton diplôme?» Bon, bah, surtout dans la fonction publique forcément et puis après, bah, en leur parlant de ce que j'avais pu voir aussi quand je m'étais renseignée, sur le privé parce qu'il y a quelques outils qui existent, mais en leur partageant, bah, voilà, dans la fonction publique, tout ce qu'ils peuvent faire, si Mmh. jamais ils rentrent parce que moi je suis inspectrice de santé publique vétérinaire, mais on recrute aussi des contractuels, des vétérinaires, des non vétérinaires et en fait, il y a plein d'opportunités Mmh. et d'essayer de leur brosser vraiment quelque chose de très large. Après si la personne me dit: «Ben, moi je préfère la faune sauvage», j'essaye d'adapter en lui expliquant: «Ben, voilà, si toi tu aimes bien la faune sauvage, peut-être l'Office français de la biodiversité, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Tu pourrais aussi très bien travailler à la douane en te disant, bah, tu vas aller plus sur les aspects contrôle aux frontières, en Mmh. apportant ton expertise sur le terrain, en faisant des notes de service, en faisant des formations, en travaillant dans le secteur de la recherche». Hem, ouais, en essayant vraiment de brosser quelque chose de large. Je sais pas si je l'ai bien fait au début d'ailleurs, puisque j'ai pas forcément tous les organismes en tête, c'est tellement varié. Mmh. Peut-être en leur disant qu'à l'international, bah, on peut avoir des postes, hyper intéressants. Par exemple, en ce moment, la directrice de, l'Organisation mondiale de la santé animale, bah, c'est une véto française. Ah ouais. C'est une inspectrice de santé publique vétérinaire et elle est, bah, directrice d'une organisation internationale, donc c'est possible. On peut y aller. On a des vétos qui travaillent à l'Organisation mondiale de la santé, on a des vétos qui travaillent dans plein, plein, plein de ministères différents.
C'est vrai que nous, on est beaucoup à l'agriculture, mais tout ce qui est ministère de la transition écologique, ministère de la santé, ministère de la recherche, en fait, il y a pas de limite. Ministère des affaires étrangères aussi. Trop bien. Franchement, il y a aucune limite. Bah, Et pareil, au sein de l'Union européenne, quoi, on peut travailler dans des commissions de recherche, dans toutes les agences, sur le médicament, sur le produit chimique, sur les aspects, santé animale, enfin, c'est tellement varié. oui, les sujets sont vastes. Si on n'a plus envie de soigner des animaux ou si on sait pas trop si ça nous plaît, il y a plein de choses sur lesquelles, on peut se pencher et qui peuvent être vraiment très, très intéressantes. Ouais, c'est ça. Et des métiers, c'est plus, il me semble, même si là, je pense que tu as commencé à dépeindre un tableau qui amène vraiment plus de concret, c'est plus difficile de se projeter dans à quoi ça ressemble vraiment. Mais en fait, je trouve ça vraiment précieux que tu aies nommé la quantité de sujets sur lesquels on peut travailler parce que, je pense que ça fait partie, des freins, moi, que je pouvais avoir, en tout cas, quand j'entendais parler d'inspecteurs de santé publique vétérinaire, c'est que je me disais: «Je comprends rien, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, sur quoi on travaille, à quoi on sert» et quand j'en ai entendu parler de deux trois trucs, je me suis dit: «Ça me fait pas du tout envie, au secours». Et finalement, bah, peut-être que mon parcours aurait été différent ou pas, hein, mais si j'avais un peu mieux saisi l'ampleur des portes ouvertes. Moi, j'aime bien cette idée de porte ouverte aussi et je trouve ça chouette. Alors après, ça implique qu'il faut choisir, mais comme tu Mmh l'as mh. dit à plusieurs reprises, tu fais un choix, tu testes et puis, en fait, tu peux partir si ça te plaît pas, quoi et Oui, des c'est ça. portes qui s'ouvrent une fois que tu es fonctionnaire, et puis même, comme tu dis, hein, en tant que vacataire, enfin, disons qu'il y a Oui, oui. vraiment moyen d'expérimenter pour aller goûter à autre chose et voir qu'est-ce qui plaît parce qu'on peut pas savoir si on va aimer quelque chose tant qu'on l'a pas goûté. Oui, Donc c'est c'est ça. pareil pour les métiers, quoi. Et tu sais, on a même des fonctionnaires coachs. Genre au ministère de l'Agriculture, il y a des fonctionnaires, Mmh. qui ont suivi des formations particulières en coaching et qui nous forment. Donc moi, j'ai une coach actuellement qui n'est pas Génial. inspectrice de santé publique vétérinaire, mais en vrai, rien n'empêche, un inspecteur de santé publique vétérinaire de s'orienter là-dedans. Donc quand on dit vaste, bah, en fait, vous pouvez être ISPV et devenir coach pour, former des d'autres inspecteurs de santé publique vétérinaire, d'autres, cadres de la fonction publique. Ça existe. Faire Trop de la bien. recherche dans plein de secteurs, Tout est possible. oui. Et il y a aussi des instituts publics, qui font de l'expérimentation animale et qui recrutent des vétérinaires, bah, pour savoir, bah, en fait, designer les projets, quelle dose Mmh. d'anesthésique je mets, comment j'améliore le bien-être animal. Là, j'ai donné une petite idée avec ce que moi j'ai pu faire, mais il y a tellement de métiers différents dans tellement de secteurs. En fait, il faut lire les fiches de poste Oui, c'est ça. et oser se lancer. De toute façon, quelqu'un qui se lance dans la fonction publique, il sera jamais lâché tout seul en mode: «Tu débrouille-toi». Non, il y a Mmh. toujours un parcours qualifiant, des formations. On présente, l'environnement de travail, tes collègues, on te donne les bons contacts. On n'est jamais lâché genre du jour au lendemain, «Débrouille-toi». Je pense que c'est pas pareil que d'arriver dans une clinique où à un moment donné, tu arrives devant ta consultation, tu es tout seul. Genre là, Oui, en fait, on n'est jamais tout seul. Genre il oui, y a toujours quelqu'un, en fait, ça c'est avec de chouette. la formation derrière et je pense que c'est ce qui aide aussi à la Mmh. prise de poste. Ouais, tu Genre moi, m'étonnes. je me sens jamais toute seule et lâchée, quoi. Genre il y a toujours un accompagnement. Ça roule. On va arriver tranquillement à la fin de ce temps d'échange. Elisa, je te remercie, c'était vraiment super, super chouette. Est-ce que, tu serais d'accord que des gens te contactent, à l'issue de cette interview s'ils avaient envie de te poser plus de questions et d'avoir, bah, pour X raisons besoin de te parler? Oui. Comment est-ce que, tu serais d'accord qu'ils le fassent? Je pense qu'ils peuvent me contacter via Messenger. OK, donc Elisa Rappen, sur Messenger. Et on arrive à notre dernière question pour aujourd'hui. Si tu devais donner une phrase, une maxime, une citation ou bien une idée qui te suit dans ton parcours ou qui t'a inspiré ou marqué, qu'est-ce que ce serait? Je dirais que s'aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder ensemble dans la même direction Mmh. et j'ai pensé à ça parce qu'à la fois ça, bah, ça touche un peu à l'intime et à soi et à la fois ça parle aussi d'une vision des choses, de se dire: «Ben, en fait, pour moi, travailler dans la fonction publique, c'est regarder dans une direction commune». Genre je suis assez alignée avec les valeurs, qu'il peut y avoir derrière et c'est quelque chose qui me parle bien. Eh ben, merci beaucoup Elisa pour cette belle note de fin. Je te souhaite, ben, de passer une très belle année puisque c'est la première fois qu'on se voit en 2026. Mais en tout cas, je te souhaite le meilleur, de continuer de te faire bien plaisir et puis voilà, de vraiment,
parler autour de toi de ce chouette métier que tu fais et de toute la richesse et de la diversité des parcours qui sont possibles. Et puis à vous qui nous avez écoutés, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.